Je suis rentré en France, la rentrée à Paris a été assez sévère en fait. Comme je disais, j'étais en Amazonie jusqu'au dernier jour possible et complètement investi. J'ai commencé déjà à passer, même discret, même si au début c'était très difficile, l'adaptation à l'Amazonie, c'est notre forme de marché, notre forme de vivre, etc. C'était très compliqué, mais au bout de quelques temps, à la fin, je me suis adapté plus ou moins. Et donc du coup, si quand je suis parti à l'Amazonie, je me suis vraiment préparé, et pendant des années, on va dire, à cette expérience, le retour par contre a été comme ça tout d'un coup. Et j'ai pensé que puisque je rentrais à Paris, je n'avais pas besoin d'aucune préparation, ça c'était faux. Donc c'était assez dur, assez sévère de se retrouver de nouveau ici dans la vie à Paris et puis pour rédiger une thèse, donc sans aucune préparation, on va dire, sans aucune assistance pour se remettre, en fait, pour changer de nouveau complètement de cadre de vie. Hein. Et donc, ce que j'ai fait, donc j'ai passé quelques mois à ça, pour commencer, c'est faire une tâche très mécanique qui était d'informatiser toutes les données de parenté que j'avais recueillies sur le terrain. Donc ça m'a permis voilà, j'ai passé de façon disciplinée, jour après jour, entrer des données qui sont très factuelles, hein, des données tel nom, homonyme, distinguer des homonymes, assignation de résidence, voilà, qui sont les pères, qui est la mère, etc., de façon à avoir une base de données susceptible d'être exploitée par les logiciels qu'il avait déjà à l'époque, ici au laboratoire en particulier, développé par Françoise Héritier et d'autres étudiants de Françoise à l'époque. Donc il y avait j'ai passé quelques mois, je crois que même 6 mois en fait, uniquement. Donc c'était une base de données considérable. Hein. Et ça m'a permis progressivement, disons, d'apprendre de nouveau la vie dans une urbaine à Paris. Et puis, bien sûr, à ce moment-là, j'ai profité aussi pour organiser un peu les données. J'en avais pas mal. Organiser les données, voir ce que j'en pourrais en faire. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à voir qu'il y avait dans tout cet ensemble divers et hétéroclite de données, quelque chose qui pouvait faire un lien, en fait, un fil doré. Et donc, du coup, je me suis commencé à intéresser. Et c'était cette histoire de l'affectivité, hein, bon, pour parler bref avec un seul terme. Donc, que l'affectivité pourrait être. C'est pas une piste, disons, de cette anthropologie de la nature humaine en général qui était en fait déposée initiale. Où je pouvais donc trouver quelque chose de plus précis et plus concret. Je vous ai aussi défini en termes positifs, hein, parce que la nature humaine, c'était pour s'y opposer en quelque sorte. Donc, là, et donc, j'ai commencé à lire tout ce qui avait été à l'époque l'anthropologie des émotions, que ça se faisait aux États-Unis surtout. Mais une influence décisive aussi, c'était les lectures de certains travaux de sémioticiens, en fait. Donc des Fontani, de Jacques Fontani, des élèves de Greimas, hein, et Greimas lui-même qui avait fait un volume qui m'a beaucoup touché à l'époque, c'était Sémiotique des passions. Et donc j'avais une formation structuraliste, hein, donc je connaissais bien la racine dans le structuralisme, la racine sémiotique dans certains Lévi-Strauss, hein,
Et donc, j'ai pensé que c'est que de la même façon que Lévi-Strauss, donc, il avait su tirer des enseignements très intéressants de la sémiotique de son époque. On pourrait peut-être faire la même chose, enfin, on pourrait peut-être s'intéresser à ce que la sémiotique dit aujourd'hui, enfin à l'époque, pour bon, en tirer en fait quelques leçons de profit pour la réflexion anthropologique. Et donc la sémiotique aux années 90, il avait fait un tournant, on va dire, affectif, si on peut dire. Il avait passé d'une sémiotique du carré sémiotique, donc une sémiotique structurelle classique de perte d'opposition, etc., à ce qu'ils eux-mêmes appelaient une sémiotique tensive, c'est-à-dire une sémiotique où c'était moins question de rapport entre termes, au même de la classique formule que c'est pas de la primauté des rapports sur les termes, c'est pas, comme on dit, c'est pas, comme disait le structuralisme, c'est pas que les termes créent les rapports, mais les rapports créent les termes. C'était même, je pense, quelque chose, une étape plus évoluée. C'était, il n'y a ni termes ni rapports, il n'y a que des tensions structurant en fait l'espace en fait. L'espace. Il y a des forces de tension. Et ces tensions sont en quête des termes, mais les termes en réalité n'arrivent jamais à se constituer en tant que tels, hein, c'est juste des tensions, des tensions. Et donc la nature en fait, de ces tensions est une nature d'ordre affectif en fait. C'est les propres de l'affectivité, d'être voilà, une tension sans terme ni relation en quelque sorte. Hein. Donc ces quêtes incessantes vers quelque chose, c'est les propres on va dire, de passionnel, en quelque sorte, de l'affectif. Et donc, j'ai commencé oui, à m'intéresser beaucoup, j'ai beaucoup lu sur ça à l'époque, et à essayer de mettre en relation ces lectures de sémiotique avec mes connaissances, mon background anthropologique, structurel, on va dire classique. Et donc, ça, d'un côté. Hein, et d'autre côté, je me suis rendu compte qu'il y avait chez les Kandosh quelque chose qui était peut-être intéressant à mettre en valeur dans l'ethnographie. C'est qu'ils employaient ce qu'on pourrait traduire par cœur, les sujets d'énoncés qui se référaient aux états internes, n'est-ce pas? Donc au lieu de dire j'aime ou je déteste ou je pense, ils utilisaient mon cœur aime, mon cœur déteste. Après, j'ai compris que ce n'était pas que les Kandosh qui utilisaient ces façons de parler de soi, mais que c'était assez général, qu'il y avait même un terme que certains linguistes employaient, c'est psychocolocation en anglais en fait. Il y a un linguiste de Berkeley, qui s'appelle Matisov, qui employait ces notions, et il disait qu'il y avait des langues en Asie, il travaillait sur l'Asie en particulier, qui montraient des marqueurs linguistiques très clairs, très évidents, lorsque quelqu'un parlait des états internes en fait. Alors que par exemple la langue occidentale, on peut savoir lorsque quelqu'un dit je pense ou je travaille, il n'y a pas de différence apparente morphologique entre un état interne ou un état non interne. Donc il y a des langues en fait en Asie qu'il y a des marqueurs qui permettent de décider en fait si ces personnes parlent des états internes ou pas, on va dire. Et donc ça, il appelait lui psychocolocation. Et j'ai pensé en effet que chez les Kandoshi, il employait donc de psychocolocation aussi, donc on pouvait savoir, distinguer lorsque vous parlez de
des actions externes, des actions internes de façon très clairement. Et donc c'est à travers d'employer les cœurs comme sujet d'action en fait. Et ces cœurs, bon, c'est Manguish, hein, bon, c'est Akandoshi, en effet, apparaissaient dans une énorme quantité d'expressions qui faisaient référence en fait à des états internes. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que ces états internes qui se passaient dont le cœur était l'agent, en quelque sorte, il ne faisait pas de distinction entre ce qu'on pourrait appeler émotion et raison, aux cognition, aux sensations, enfin, n'importe quel de ces deux grands espaces dichotomiques, non, de la pensée classique. Et donc, du coup, ça montrait plutôt une continuité, en fait, entre ces deux domaines qu'on départageait de façon conventionnelle. Et donc, ça permettait, en fait, oui, de tracer donc, une continuité anthropologique en ce qui concerne, à un moment, ces deux aspects. Et ça tombait bien, justement, et ça entrait très bien en dialogue avec ce que les sémioticiens tensifs étaient en train d'essayer de développer, c'est-à-dire une grammaire, on va dire, d'un monde précognitif, dans le sens où la cognition n'arrivait pas en tant que telle à se figer, on va dire, sinon elle était constamment retravaillée, investie par une passion qui était par définition quelque chose de modulaire et pas géométrique, comme le structuralisme classique a pu penser. Donc du coup, voilà, j'ai touché, donc donné des terrains d'un côté, retrouvé un corpus théorique, et donc là, comme disaient certains, la mayonnaise commençait à se faire en fait. Hein, et donc, bon, là, d'un coup, j'ai vu donc il y avait matière à faire une thèse à partir de ces éléments. Et il y avait aussi à l'époque, je parle à l'époque parce qu'aujourd'hui je ne crois pas que ce soit encore le cas, bon, il y avait une anthropologie du corps très importante. En France en particulier, il y a donc Godelier, héritier, donc de grands noms dans l'anthropologie de l'époque, ils faisaient l'anthropologie du corps en fait. Hein. Et le problème, c'est que les corps, c'est quelque chose qui me gênait un peu, c'était que en fait ces corps apparaissaient comme, enfin, dans des termes employés à l'époque par Jean par héritier, c'était les socles sur lesquels s'inscrivait le social en fait. Hein. Et même Godelier a parlé de corps ventriloques, hein, donc des corps qui, en quelque sorte, nous parlaient. Donc, il produisait, en quelque sorte, déjà des concepts tout faits, hein, sur lesquels la symbolique culturelle prenait et faisait la culture, en quelque sorte, et du social. Donc, ce que j'ai pensé que cette anthropologie de l'affectivité pouvait faire, c'est dépasser peut-être ces éléments. Cette anthropologie de corps telle qu'il était, c'était l'anthropologie où le corps est déjà conceptualisé en fait d'emblée, même avant que. Mais alors que le propre du corps, c'est justement de sentir et pas tellement on va dire, de cogiter ou de penser. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait justement faire l'anthropologie, en prenant, disons, sous la base de cette anthropologie du corps, faire peut-être quelque chose d'autre, hein, et ne pas, disons, chercher dans les corps des composants, comme on disait, hein, des composants de la personne, du corps, des substances, des principes, qu'eux-mêmes étaient des indicateurs d'ordre symbolique, qu'on prenait en fait, déjà, on va dire, tout fait en fait.
Donc il y avait en tout cas, on devait s'attendre qu'il y ait une étape dans ces processus d'émergence significative qui puisse un peu dans un espace tensif, un espace de tension qui est d'ordre sensitif et d'ordre perceptif, etc. Et dont le cognitif est seulement un horizon. Et donc, donc à la fois, j'étais en train de produire des éléments de théorie pour comprendre ce qu'on pourrait appeler les affects dans le sens conventionnel du terme, hein. Donc la haine, l'amour, etc. Même les affects élargis dans ces continuités que les Kantoshi faisaient entre santé et pensée, émotion, raison, mais aussi des éléments qui permettaient peut-être d'entrer à analyser d'autres domaines qui ne sont pas on ne peut pas parler d'eux comme des domaines affectifs, comme par exemple la parenté, à travers ces idées. Pourquoi la parenté? J'avais écrit donc, à l'époque un article qui fait partie de mon ouvrage ensuite, c'était la passion génératrice. C'est-à-dire, on pouvait aborder la parenté soit de la façon classique, c'est-à-dire la parenté, c'est la façon structurelle classique, c'est un système qui nous montre en fait un système statique, hein, un système qui est complètement déconceptualisé, dans le sens que, bon, voilà, il y a des paires des oppositions entre la femme, consanguin, etc., tout un système. Mais on peut aborder ça dans le sens tensif, c'est-à-dire comme un système en émergence, en fait. C'est-à-dire, il s'intéressait plus qu'au résultat, à la façon dont ces systèmes se construisent, se forgent, en fait. Et même en pensant que peut-être ils n'arrivent à jamais à se forger en tant que tel. Ce qui était important, c'est montrer la dynamique d'un système, enfin pas d'un système de parenté justement, parce qu'un système c'est par définition quelque chose on va dire statique, mais de montrer l'émergence en fait voilà, dans un système, de montrer la structuration plutôt que la structure, hein, en quelque sorte. Et donc, une structuration qui est nourrie par quelque chose. C'est-à-dire, une structuration, c'est un mouvement. Hein, une structuration, c'est un mouvement. Et c'est quoi qui nourrit ces mouvements, en fait? C'est une dimension d'ordre affectif, en fait, qui essaye de trouver un système. Est-ce que le trouve? Ça, c'est peut-être pas important. Mais en fait, c'est une situation en perpétuelle action, en perpétuelle. Donc, il y avait dans tout ça notre influence, à part la sémiotique, la lecture des textes de Merleau-Ponty, ça m'avait aussi beaucoup intéressé. Il y avait à ce moment-là, bon, ça c'est jamais, disons, complètement perdu, mais je pense qu'il y a un vrai rang d'intérêt par l'œuvre de Merleau-Ponty. Je l'avais lu, c'était assez clair qu'il y avait un rapport entre ces sémiotiques qui m'intéressaient, l'œuvre de Merleau-Ponty, hein, qui nous parle justement d'un pré-objet, d'un pré-sujet. Hein. C'était des notions que je n'emploie pas tellement aujourd'hui parce que je m'intéresse à d'autres choses, mais qui étaient des notions merleau-pontiniennes, hein, qui étaient employées aussi par les sémioticiens. Et moi-même, je ne sais pas si je les ai employées, mais j'avais cette idée à l'époque de montrer, même lorsqu'on travaillait sur des choses apparemment sans beaucoup de relations avec l'affectivité, comme la parenté. J'insiste sur la parenté parce que c'est quand même
des domaines par excellence de ce pluralisme, en quelque sorte. Donc, même lorsqu'on parlait sur la parenté, on pouvait l'aborder plus comme des résultats systématiques, comme des émergences structurantes, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. Et donc, du coup, on voyait la structure investie par l'affect. Et c'est ça qu'on pourrait peut-être appeler, comme les sémioticiens le font, des systèmes tensifs, en fait, des systèmes de tension qui structurent, qui sont en quête. Et donc, moi, j'avais pensé que cette affectivité qui nourrissait en fait la dynamique structurante, c'était ce qu'on appelait à l'époque aussi, aujourd'hui je crois qu'on emploie moins, c'est la notion de prédation en fait, qui avait été proposée par différents travaux, mais Eduardo Viegas de Castro, mais aussi Philippe Descola en parle. Et donc, bon, la prédation, c'est l'idée que Anne-Christine Taylor aussi, donc c'est cette idée que finalement, on puisse ailleurs les sources de l'identité de soi, en fait. Hein. Enfin, l'identité de soi, c'est mais on cherche ailleurs, en fait, des sources pour nourrir le soi. Et donc, et que par exemple, le cannibalisme ou la chasse de tête, c'était des exemples rituels en fait, de ces systèmes à prédation en fait. Et donc, c'était toute la parenté, tous les systèmes de parenté, c'était un processus de structuration qui était nourri en fait par ces puissances, évidemment, par cet objectif de la prédation qui nourrissait en fait les soirs, en thème parental, le groupe de consanguins et d'enfants réels avec lesquels on avait intermarié. Et en fait, bon, ça défie en quelque sorte toute la parenté structuraliste qui naît du fait d'un contrat, en fait. C'est-à-dire, on sait, les structures élémentaires de la parenté commencent en disant bah, on ne se fait plus la guerre, mais on change de signe, en fait, les femmes. Bon. Donc, que sont des signes, en fait. Signes de quoi? De nouvelle civilité, on va dire. Et donc c'est sur cette base-là que se construit le système de parenté qui cherche en quelque sorte à normativiser, à réguler en fait les champs sociaux, donc à différents niveaux. Donc parler de prédation, c'était quelque chose de contradictoire avec ces fondements de Lévi-Strauss, juste dans un article très tardif, en fait, admettait la possibilité qu'il y ait autre chose que cet échange primordial comme source de social, de fabrication de social, et qu'il pouvait y avoir aussi des logiques de prédation qui étaient aussi capables de produire du social. Même si ça pourrait être contradictoire, en tout cas avec la thèse essentielle du structuralisme parental. En fait, ce qui s'est passé, comment j'ai abordé ces contradictions, c'est que pour les Kandoshi disait qu'en réalité, ce qui était important, c'était, enfin, ce qui souhaitait comme les mariages idéaux, en quelque sorte, c'était les rapts, en fait. C'était un rapt de la femme, plus ou moins consenti d'ailleurs, ça c'est autre chose, mais c'est-à-dire c'est un mariage sans enfant, sans beau-frère, donc ça c'est idéal. Et donc, en quelque sorte, on pouvait imaginer que tous les systèmes se fondent sur ces quêtes de ces mariages de rapt comme le mariage idéal. Et c'est à partir de là
qu'on génère en fait la reste et donc des éléments de structuration. Et donc du coup ça permettait d'introduire la prédation au cœur d'un système, disons, d'échange. Et pourquoi, en fait, ce qui se passe chez les Kandoshi, c'est que ce qu'on trouve chez les Kandoshi, c'est un redoublement de l'alliance, très important. Qu'est-ce que c'est le redoublement? C'est le mariage entre un groupe de frères et sœurs avec un autre groupe de frères et sœurs. Il y a un échange de frères et sœurs, de groupes qui, entre eux, il n'y a pas de relation en principe de consanguinité. Donc ce n'est pas des cousins croisés ni membres parallèles, c'est au moins des cousins éloignés dont on a perdu un peu les traces grâce à une amnésie généalogique assez importante, on va dire. Donc ces deux groupes de frères et sœurs qui ne sont pas en rapport, en principe, connus en tout cas, qui commencent à marier les uns aux autres. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent c'est l'origine de ces intermariages collectifs et massifs entre frères classificateurs, parce qu'il n'y a pas que les frères, mais il y a les cousins aussi qui interviennent dans ces échanges. C'est qu'à l'origine, on voit un rapt en fait. Donc c'est quelqu'un qui circule dans les territoires, il s'en va un peu loin pour trouver justement des épousables. Et puis hop, avec sans le consentement, c'est un rapt symbolique souvent. Donc elle prend cette dame et puis il rentre chez lui. Et donc, bon, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à établir, en fait, les parents les pères de la femme raptée, ils viennent voir le père du rapteur, ils commencent à accorder, etc. Et puis, voilà, soit on fait la guerre, soit tu me donnes toi-même. Enfin, et ils commencent à établir des liens et donc ça finit par... Mais en quelque sorte, ces réseaux, ces énormes chaînes en fait, d'intermariage, de renouvellement de l'alliance, comme on dit, sont un peu une conséquence d'une autre chose, en fait. Ce n'est pas la recherche en elle-même, hein, en fait. C'est-à-dire que d'abord, il y a les mariages idéaux, c'est là où le système va, là où on cherche à aller. Et ensuite, il y a des conséquences, on va dire, secondaires. Et pourquoi aussi ces alliances? Parce que finalement, il convient de se préparer, en fait, donc la prédation nous met dans un contexte de factions qui, entre elles, il y a soit la guerre ouverte, soit au moins la suspicion d'une guerre potentielle. Donc, du coup, il faut des alliances. Donc, tout est... Donc, tous ces éléments, tous ces forces, cette affectivité qui nourrit en fait la structuration, était en l'occurrence chez les Kandoshi nourri par ces notions de prédation qui est une notion à caractère on va dire, affectif. Hein. Donc voilà un peu pour un peu le rapport entre théorie et expérience de terrain. Donc ça a donné donc, à une thèse intitulée, comme le livre lui-même, Au cœur du sens. Et cette thèse a été soutenue au début 1999 à l'école et en présence donc dans une belle brochette, comme on dit ici, de membres de jury. Il y avait Jean-Pierre Chaumet, il y avait Jacques Galinier, il y avait Christine Taylor, il y avait Philippe Descola comme directeur de thèse, et il y avait François Héritier et Maurice Rodelier. Donc bon, c'était un moment particulièrement intéressant pour moi parce que c'est l'occasion
d'écouter donc les opinions de tout ce qui comptait à l'époque, ici à Paris en tout cas. Et donc c'était un bel exercice. Et donc cette thèse j'avais divisée en 3 grands blocs, qui ont été repris dans les livres. C'était état d'âme, donc état de choses, et des états d'âme, des états de choses, des états de faits en fait. Et en fait, ça correspond un peu à. Du coup, ça correspond à. L'état d'âme, c'est encore des notions que j'avais repris de la sémiotique, pas d'état de fait, mais la sémiotique parlait d'état d'âme et d'état de choses en fait. Et l'état d'âme, c'était la personne, enfin la notion de personne, la notion affecte de personne, les affects, etc., face aux choses en fait. Donc c'est plutôt ces pré-objets, ces pré-sujets face à ces pré-objets. Donc l'état, la notion d'état nous met entre les deux en fait. C'est un pré-sujet qui est à la quête d'un pré-objet. Et l'état des choses, c'est l'inverse en fait. Donc l'état des choses, c'est ça que peut-être l'anthropologie conventionnelle appellerait la culture. C'est l'objectivation en fait mais en réalité complètement elle-même investie par l'affectivité. Donc c'est pré-objet en constant disons, dynamique par l'effet de ces pré-sujets en fait. Et donc j'avais pensé aussi que peut-être on pouvait développer un troisième aspect, c'était l'état de fait en fait. Et l'état de fait, c'était pour expliquer l'action. C'est-à-dire, bon, tout ça c'est très bien, mais bon, après, il manquait dans ces constructions que j'ai un peu prêtées dans la sémiotique, il manquait quelque chose que la sémiotique n'a pas trop besoin, c'était d'expliquer les choses telles que se passent, enfin, en termes factuels, mais bon, l'anthropologue a quand même besoin de ça. Et donc, tout ce qui était, en fait, la dimension pragmatique, et j'ai trouvé que cette notion d'état de fait, en fait, l'état de fait, c'était tout simplement les rapports entre l'état d'âme et l'état de choses. Ça, c'est peut-être difficile à expliquer facilement, mais bon, c'est-à-dire que les rituels qui étaient là comme un élément, l'élément par excellence du pragmatique, en quelque sorte. C'était finalement une relation entre des états d'âme et des états de choses, c'est-à-dire des états d'âme qui jouent, qui disposent en fait des éléments des états de choses, c'est-à-dire des choses en réalité, pour en fait pour agir dans le monde. Ça c'était un peu les 3 éléments, des états d'âme, des états de choses, des états de fait. Et finalement, la question que je me posais, un peu comment c'est possible sinon d'expliquer l'action si on l'aborde pas en tant que conséquence des affects, en fait, des émotions. Comment expliquer sur les plans anthropologiques l'action qui est devenue finalement l'explication, enfin l'anthropologie pragmatique est devenue de plus en plus importante dans les paysages en fait, épistémologiques de l'anthropologie. Comment expliquer ces pragmatiques si on ne l'enracine pas en fait, sur un plan affectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit sans raison, enfin sans fondement, sans passion en fait. Au contraire, là où il y a l'action, il y a forcément un domaine d'ordre affectif qui permet d'imaginer en quelque sorte une force qui fait, disons, qui nous conduit à agir en fait. Donc voilà ces 13 éléments.
Bon, je ne sais pas, donc j'ai publié ce livre un peu plus tard. J'ai aussi extrait de tes articles pour essayer voilà, de proposer tous ces éléments. Je ne suis pas certain que, ça c'est de ma faute, que ces projets, ça a été bien compris, en tout cas à ce moment-là. Il a été, le livre, je suis très content de l'accueil qu'il a reçu comme dans sa dimension ethnologique, on va dire. Je pense qu'il est entré un peu dans sans problème dans l'ensemble dans le grand ensemble de monographies que c'est un récent, l'Amazonie a produit. Donc, mais c'est vrai que c'est la première monographie de Kandoshi, donc bon, ça aussi, j'étais très, disons, attentif aussi à combler ces vides hein, avec un travail de neurographe. Hein. C'était que ça c'est l'objectif de toute manière. Hein. Ça, le premier objectif, malgré toutes ces explications d'ordre théorique, en fait, bon, il y avait ce qui était important, c'était un travail d'ethnographie que j'ai essayé de faire. Et si je crois, oui, je crois que ce travail a été bien accueilli sur le plan ethnographique. Je ne sais pas si ça a été bien compris, ce que je voulais en faire sur le plan plus théorique. Hein, mais bon, ça a mérité, de toute manière, bien sûr, ça a appelé peut-être un deuxième ouvrage hein, qui aborde, sans les contraintes, on va dire, d'une monographie, qui aborde la question en soi et qu'on puisse, enfin, en cherchant les cadres idéaux pour exprimer quels sont les éléments de théorie, même si c'est parfois un peu abstrait et compliqué, qu'il y avait derrière, en fait. Donc, bon, Philippe Descola m'avait fait une préface, je pense que lui, par contre, il avait compris. Mais bon, enfin, peut-être c'était pas convaincant, hein, je sais pas. Et donc voilà, non, mais voilà, c'est un travail qui m'a, voilà, qui voulait en quelque sorte introduire donc l'affectivité au cœur de la théorie anthropologique. Et je pense que bon, c'était plus ou moins réalisé avec cet effort.